5 polars, encore. 5 polars très différents les uns par rapport aux autres, encore. Mais des découvertes d'auteurs, un très récent puisque son livre vient de sortir, un autre moins puisque le livre que j'ai lu date d'il y a presque 100 ans. Voilà, on va avoir du polar nordique, du cozy mystery, du policier polar actuel, français ou non. Donc encore du polar, mais encore une fois, on va aller dans différents styles de polar. Installez-vous bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que voilà, ça se passe bien chez vous en ce moment, que vous lisez comme vous le souhaitez, mais je ne sais pas si c'est possible de se dire un jour qu'on lit autant qu'on le souhaite. Mais bref, j'espère en tout cas que vous faites de bonnes lectures. Ça par contre, c'est peut-être plus réaliste. Alors, 5 polars différents, avec 2 découvertes d'auteurs, avec 2 nouveautés aussi, des livres qui viennent de sortir. Donc, on va partir en 1931 avec Piètre le Laiton, qui est le premier roman de Maigret, écrit par Simenon. On va retrouver le petit Hamish Macbeth, parce que vous savez que j'adore Hamish Macbeth. C'est le tome 10, donc cette série de Cozy Mystery de M.C. Beaton. J'ai terminé la série, je suis à jour dans la série de William Wisting, écrit par Jornir Horst, polar norvégien. Je suis à jour, mais je ne sais pas terminé, hein. Il y en aura d'autres, mais ils ne sont pas encore traduits en français. Découverte d'Alex Michailades. Je pensais que j'allais buter sur le nom plus que le prénom, mais non, c'était l'inverse. Avec Fury qui vient de sortir chez Calman Levy. Très chouette découverte. Et puis, je vous parlerai également de la ligne d'Icare de Grégoire Godineau chez les éditions du Gros Caillou. J'avais adoré son livre précédent et j'avais très hâte de découvrir celui-ci, sorti le 1er février. Et justement, je vous propose de commencer avec la ligne d'Icare. Donc, comme je vous le disais, j'avais adoré La Chanson Blanche, son livre précédent. Une sacrée découverte. Les éditions du Gros Caillou, pour moi, c'est pas une énorme maison d'édition. Enfin, il n'y a pas des auteurs non plus hyper connus. Parce que des fois, il y a des... Je pense à une en particulier. Une maison d'édition qu'on a l'impression d'à peine découvrir. Et on voit des auteurs incroyables, hyper connus et tout dans cette maison d'édition. Ça interpelle et tout, puis bon, après on comprend, on connaît l'histoire, etc. Ok. Là, les éditions du Gros Caillou, c'est une petite maison d'édition, enfin, je suppose, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs. Les auteurs, ils sont pas particulièrement connus. J'ai découvert La Chanson Blanche l'année dernière, parce que j'ai vu... en fait, j'avais vu l'auteur à un salon. J'étais pas allée le voir à ce moment-là, puis en rentrant j'ai eu des petits regrets et puis enfin j'ai eu des petits regrets et 2 en même temps je suis tombée sur des avis super positifs sur La Chanson Blanche. Bon. Du coup je me suis dit je suis passée à côté d'un truc et donc j'ai eu la chance de recevoir ensuite La Chanson Blanche en service presse et c'était super bon. J'ai aussi un autre livre, alors est-ce que on les trouve tous ici? Le livre d'une autrice, Claudie Wetterwald ou Wetterwald, je ne sais pas. Le livre s'appelle La fille d'encre et de lumière, il est dans ma palle. Je n'ai vu que des avis positifs dessus, il a l'air dingue. Et puis il y a aussi les livres d'Arthur Roger, Le Dernier Jour et Le Petit Mec. Pareil, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, donc voilà, du coup, on pourrait... alors, on me fait pas mal de remarques négatives sur des choses, mais... c'est rare qu'on me dise, de toute façon, tu ne lis que ce qui est à la mode, etc. Des fois, on me fait remarquer que je ne lis pas de classiques, etc. Mais on ne me reproche pas encore, c'est pas une suggestion, hein, ne vous embêtez pas à me reprocher ça, mais on ne me reproche pas encore d'aller peu dans les petites maisons d'édition. Et ce qui pourrait être une réalité, après on peut parler de probabilité, il y a plus de chances que je lise des grosses maisons d'édition que des petites maisons d'édition par rapport au choix possible. Mais voilà, là en tout cas c'était une chouette découverte et j'aime bien quand c'est comme ça. Donc quand on m'a proposé eh bien son livre là, son nouveau livre, j'avais trop envie de retrouver l'écriture de Grégoire Godineau et donc je suis partie hyper joyeuse dans la ligne d'Icare et j'avais très hâte de découvrir cette histoire. Il a des constructions hyper intéressantes, c'est vraiment rythmé, on alterne entre des personnages et puis en fait en l'occurrence on se retrouve dans une course-poursuite. On va suivre un peu deux histoires avec 2 personnages mais qui vont très vite se rejoindre. On est en août 2016
pour certaines raisons, mais que vous comprendrez à la toute fin du livre. On a Alizée. Alizée, elle a un père qui est astrophysicien. Vous voyez la couverture, donc voilà. Dans quel domaine scientifique on est. Et donc son père est astrophysicien, elle va aller les retrouver. Et il se passe un truc, son père lui a laissé un message et tout, et voilà, il y a un truc bizarre. Donc là, on part en Italie, en fait. On part très vite en Italie. Et puis, on commence en France, mais on va aller vers l'Italie avec Angelo. Angelo, il est dans le métro, et puis sur le quai du métro, il voit une petite fille qui est toute seule. Et il va chercher les parents et tout ça, mais sauf qu'en fait, en recherchant les parents, il se retrouve sur une scène de crime, en fait. Il se retrouve devant un cadavre, et donc, il va vite fuir avec la petite, et donc vous imaginez le truc, on a quelqu'un qui est arrivé sur une scène de crime, on sait pas d'où il sort, c'est peut-être lui le coupable, d'autant plus qu'il part avec une petite, il enlève une petite, enfin, on se retrouve dans un truc, mais qui gonfle, alors qu'en fait, à la base, on était sur quelque chose, je vais pas dire de simple, mais un acte plutôt gentil, bienveillant, positif, voilà, il s'inquiète pour la petite, il va chercher les parents. Voilà. Et ça s'est pas passé comme ça. Puis de fil en aiguille, lui il continue du coup à partir, il continue à être recherché, et ça fait course-poursuite, et à la base, voilà. Mais bon, c'est vrai que tout pourrait faire penser que c'est lui qui a commis le crime, quoi. Et donc, nos deux personnages, Angelo et Alizée, vont se rencontrer, et on va avoir ce côté course contre la montre, course-poursuite, parce que Angelo, il est poursuivi pour certaines choses. Alors, quand je dis que Angelo et Alizée vont se rencontrer, toujours avec la petite fille. Et donc, ils vont avancer comme ça, puis en fait, ils vont tomber sur d'autres meurtres, etc. Et voilà, donc c'est assez rythmé, parce que on alterne entre les personnages au début, mais après on a aussi d'autres personnages, enfin, ce qui fait que on n'est pas sur tout au long de l'histoire, on n'est pas tout le temps sur le même personnage, donc ça j'aime bien, ça dynamise la lecture. Ce côté course-poursuite et course contre la montre, ça c'est hyper intéressant, parce que voilà, ça rythme aussi beaucoup. Il y a de nombreux rebondissements, à certains moments, enfin... il y a des choses qui arrivent et je les avais vraiment pas vues arriver. Et alors moi j'aime bien, parce que quand je suis dans un livre où il y a comme ça de nombreux rebondissements, après je m'attends à tout, Quand je commence un polar, bon, j'espère déjà que l'intérêt de ce polar est de trouver un dénouement, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les polars, mais quand je commence un polar, du coup, où l'intérêt est celui-ci, je vais commencer à réfléchir à ce qui peut arriver à la fin, et quand je connais bien l'auteur, je vois le style vers lequel il peut aller et le style vers lequel il ne va pas, et donc ça m'aide aussi à choisir un dénouement. Quand je tombe sur un auteur qui s'amuse en fait à mettre plein de rebondissements et à surprendre son lecteur au fur et à mesure, le champ du dénouement s'élargit et ça devient de plus en plus compliqué, parce que je me dis, avec cet auteur, je peux m'attendre à tout. Et on va avoir un rebondissement, des rebondissements, un dénouement, et voilà, qui va être totalement, comment dire... expliqué, va pas y avoir de zone d'ombre, d'autant plus que à la fin, une fois que l'histoire est terminée, l'auteur, alors a une partie remerciements et tout ça, mais entre la fin de l'histoire et les remerciements, l'auteur en fait nous parle de petites choses qu'il a pu mettre dans le livre. Ça s'appelle Note au lecteur, et ça commence par « Chère lectrice, cher lecteur, vous le savez désormais, je n'aime rien laisser au hasard lorsqu'il s'agit de l'écriture de romans. » Voilà. Et donc là, il va indiquer les petits clins d'œil qu'il a pu mettre, ou pourquoi il a choisi cette date, ou pourquoi il a choisi ce lieu, et puis parfois un petit truc mathématique, etc. C'était déjà le cas dans La Chanson Blanche, et j'avais beaucoup aimé ce truc-là. Et là, on retrouve ça, et voilà, c'est très bien. Donc, j'ai bien aimé parce que c'est rythmé, parce que on s'accroche à cette enquête, et puis on s'accroche au personnage. En revanche, j'ai quand même moins aimé que le précédent. Alors, je me l'explique par le sujet. Alors, on peut se dire, ok, c'est un sujet scientifique. J'arrête pas de vous dire que j'adore les sciences. En fait, non, j'adore pas les sciences, j'adore les maths. Ah, c'est différent, c'est très différent.
c'est pas la même chose. Et donc en fait là, en l'occurrence, un astrophysicien, etc., des comètes et tout, c'est moins mon truc. Voilà. On aurait eu la même histoire avec un sujet scientifique qui m'intéressait davantage. Je pense que là, c'était un coup de cœur. Et on rejoint des choses que je vous ai déjà dites récemment parce que c'est un peu mes réflexions du moment. J'ai toujours des sujets comme ça dans ma tête. Et là, celui-ci en est un. On peut tomber sur un auteur excellent, sur une écriture géniale, sur une écriture rythmée, sur des dénouements de folie. Si à la base le sujet ne nous intéresse pas du tout, le livre peut ne pas nous plaire. Là, je dis pas que le sujet ne m'intéresse pas du tout, hein, on n'en est pas là. Mais c'est là où c'est hyper... moi justement qui aime les maths et qui aime le côté le plus comment dire, neutre possible, obtenir un chiffre très fiable le plus neutre possible et après on y met des interprétations dessus et etc. Mais là on est plus sur mon job. Moi, mon job c'est d'avoir quelque chose de très neutre, de très et là quand on est sur un avis lecture, sur ce qu'on pense d'un livre, c'est tellement pas neutre, mais tellement pas. Là sur le fait d'avoir un sujet qui va toucher les lecteurs ou non, c'est compliqué quand même. Enfin, oui, c'est sûr qu'il y a certains sujets qui captent l'attention. Enfin, je pense à un auteur qui a aimé récemment surfer sur une personnalité dont on a beaucoup parlé, on ne sait pas ce qu'il est devenu, ok, d'accord. Là, on se doute que le public il va être conquis, mais sinon... on peut pas savoir en fait, ça va dépendre des gens et quelqu'un peut très bien adorer parce que le sujet c'est exactement ce qu'il aimait et puis une autre un peu moins parce que c'était moins son sujet, alors que tout est là, voilà. Donc d'habitude j'étais plus sur le côté j'aime un livre en fonction du moment où je le lis. Et ça c'est pareil, c'est pas neutre, c'est totalement, vous imaginez, l'auteur il fait un travail de fou, il construit son histoire, il écrit son histoire, il relit, il travaille pour que ce soit la meilleure histoire possible, et en fait bah les lecteurs ils lisent pas forcément le livre au bon moment et du coup ils disent des avis qui sont pas forcément si positifs que ça. C'est hyper frustrant, mais on peut rien y faire en fait, hein. Il y a un moment donné le livre il part et voilà, c'est la même chose sur le sujet. Bah on a beau travailler, etc., parfois le sujet, il capte moins certains que d'autres, et voilà. Donc je pense que pour ma part, c'était un petit peu lié au sujet, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Sinon, voilà, il y avait tout, sauf un coup de cœur énorme pour ce sujet. Mais sinon, tout le reste, toutes les cases sont cochées. Donc voilà, c'est la ligne d'Icare de Grégoire Godin. Je continue avec Furie. J'arrête pas de dire que ce livre s'appelle La Furie, mais non, c'est juste Furie tout court. D'Alex Michaelides chez Calman Levy. Ce livre est sorti le 31 janvier. Je l'ai reçu en service presse. Je vous précise en barre d'infos les livres que je reçois en service presse. Je mets une petite étoile à côté du nom. Et puis d'ailleurs en barre d'infos, je vous mets aussi toujours un lien si vous voulez commander ce livre sur Amazon. Je précise que les liens sont affiliés, c'est-à-dire que quand vous commandez, eh bien j'ai une petite commission sur mon compte. Mais, voilà. Amazon peut se le permettre, je crois. Et des liens Amazon si vous n'avez pas la possibilité d'aller en librairie, bien sûr. Ceux qui ont la chance d'avoir beaucoup de librairies autour d'eux oublient que c'est pas le cas de tous et donc oublient parfois que je fasse pas des généralités non plus, mais que c'est pas le cas de tous et donc certains n'ont pas la possibilité d'aller en librairie et du coup vont sur Amazon. Voilà le pourquoi du comment. Donc Furie, donc nous sommes plusieurs à l'avoir reçu en service presse, à l'avoir lu, à avoir échangé dessus et on a des avis totalement différents. Pour ma part, j'ai adoré ce livre. Certains vous diront que ça l'a pas fait, que notamment l'écriture l'a pas fait. Alors que pour moi, c'est vraiment l'un des points forts de ce livre. Donc comme quoi, vraiment... faut se faire son propre avis, mais je peux pas vous dire ça, je vous donne mon avis lecture pour peut-être vous donner des idées ou je ne sais quoi. Donc si je vous dis, bah je vous donne mon avis, mais faites-vous votre propre avis, ça nous mène pas bien loin, ou en tout cas ça ne mène pas ma chaîne très loin. Ça montre le fait que cette chaîne n'a aucun intérêt. Mais non, c'est quand même intéressant de donner son avis sur des livres, mais en tout cas sur celui-ci n'a pas mis tout le monde d'accord du tout. Moi j'ai adoré, c'est le premier livre que je lis de cet auteur. Mais j'en ai un dans ma palle. Est-ce qu'il est là?
Non, si, il est là. Qui m'a été offert par Isabelle d'Isabelle Lecture dans son silence. Alors là, pour le coup, je n'ai entendu que des avis positifs dessus, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout maintenant que j'ai lu son dernier et son troisième. Et apparemment, le deuxième avait aussi un côté comme celui-ci, il n'a pas mis tout le monde d'accord. Alors, la construction est originale, l'écriture est fluide et j'ai tout de suite été prise dans l'histoire après les premières pages. En fait, on se retrouve avec un narrateur qui s'adresse à nous. Je vous avais lu la première page en vlog lecture, mais alors je vais pas tout vous relire, mais si je vous lis juste les premières phrases. L'histoire commence de cette façon. Il ne faut jamais commencer une histoire en évoquant le temps qu'il fait. Je ne me souviens pas qui a inventé cette règle d'écriture, un auteur célèbre, je suppose. Qu'importe, il avait sans doute raison. Tout le monde se moque des aléas de la météo, surtout en Angleterre, où on nous en parle si souvent. La vérité, c'est que les gens ont envie de lire des histoires sur la vie des autres. Et à ma connaissance, ils sautent en général les passages descriptifs. Et ça continue comme ça. Voilà, donc déjà, ça intrigue. Et donc, il continue sur le prologue, etc. Et ensuite, début de la première partie du premier chapitre de la première partie, l'histoire que je vais vous raconter est celle d'un meurtre. Mais peut-être n'est-ce pas tout à fait vrai. Au fond, il est aussi question d'amour, le plus terrible qui soit lorsqu'il se délite qu'il s'éteint. Vous pensez déjà tout savoir de cette histoire. Vous avez probablement lu des articles à son sujet à l'époque. Les tabloïds l'ont adoré. Meurtre sur l'île, la plupart en faisaient leur manchette. Voilà. Et donc, en fait, c'est exactement ça. Le narrateur, qui est un des personnages de l'histoire, s'adresse à nous en nous incluant dans son histoire et derrière, en faisant comme si on faisait partie des personnages, en fait, mais personnages absents de cette fameuse île, et par contre, comme si on en avait déjà entendu parler dans les journaux, etc., etc., et là, il arrive en disant... Voilà, vous savez cette histoire dont vous avez déjà entendu parler. Bah, écoutez, je vais vous la raconter, parce que c'est pas exactement ce qu'on a dit, etc., etc. Voilà. Donc c'est assez intéressant, et donc il continue comme ça en nous disant, bah écoutez, on va faire comme si on se connaissait, on s'assoit sur un bar et tout ça, je vous offre un verre, et hop, je vais vous raconter la première partie. Par contre, il dit, je vous préviens, on va faire comme si on avait une discussion classique. Donc, quand on a une discussion classique, on n'arrive pas à tout faire par ordre chronologique. Donc, je vais peut-être commencer par ordre chronologique, puis je reviendrai après, je recommencerai l'ordre chronologique, puis je reviendrai... Voilà, on va peut-être faire ça comme ça. Et effectivement, l'histoire, elle se découpe comme ça. Elle se découpe en plusieurs parties. Parce qu'en fait, dans une première partie, il nous raconte l'histoire. Donc, on se dit... Oh là 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 là. Et on comprend qu'il y a un mort. Mais en fait, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Donc, on avance. On se dit... On arrive à la fin de la première partie. On a une vision globale de l'histoire. Et puis après, il dit... Ouais, mais en fait, je vous ai pas raconté ça. Puis ça pourrait vous permettre de comprendre. Bon, allez, je vous offre un deuxième verre et puis... je recommence. Et donc, il va nous raconter d'autres choses qui se greffent sur cette histoire globale, des moments, enfin, dans l'histoire globale, il nous a parlé de certains moments, etc., etc. Il y a notamment une histoire qui est rigolote avec un coup de téléphone et tout ça, donc on s'est fait une certaine idée. Et en fait, dans la deuxième histoire, il dit, bon, alors, il nous raconte chronologiquement ce qui s'est passé, mais en fait, d'autres faits que ceux qu'on a pu voir au début. Et donc, justement, cette histoire de coup de téléphone, bah, en fait, on la voit avec un autre œil, etc. Donc, il continue. Puis après, une troisième fois, bon... voilà, vous avez vu ça, ok. Bon, alors on va recommencer. Mais je vais vous donner... Et puis en fait, il donne d'autres éléments. Alors, c'est... ce que je vous dis, c'est la construction globale, c'est les grosses mailles, etc. C'est fait de façon beaucoup plus fine, c'est-à-dire que... En fait, le narrateur s'adresse à nous au début de la partie. Et puis après, on part sur cette histoire. Donc, et cette histoire, en l'occurrence... C'est l'histoire de plusieurs personnages, notamment Lana Farrar, qui est une ancienne actrice d'Hollywood qui a eu énormément de succès, etc. Et en fait, elle invite des amis à passer un petit séjour sur une île. Alors, dans son entourage, il y a son nouveau mari, il y a sa meilleure amie et il y a le narrateur là qui s'appelle Elliot. Et il y a son fils aussi.
Et puis après, il y a d'autres personnages. Il y a d'autres personnages, je me rappelle plus de son prénom, mais c'est quelqu'un qui est très proche d'elle. Alors, on va pas dire que ce soit une domestique, parce que c'est pas tout à fait ça. Elle est quand même plus proche. Je sais pas comment, je sais plus exactement comment elle est décrite. Et puis après, il y a d'autres personnes aussi qui font tourner la demeure sur l'île, etc. Bon, bref. Donc on va suivre ces personnages, mais en fait, on va les suivre avant qu'ils aillent sur l'île et le pourquoi du comment ils arrivent sur l'île, et puis la partie sur l'île. Voilà. Donc c'est beaucoup plus fluide parce qu'en fait on démarre avant, on fait la connaissance des personnages, voilà, et puis petit à petit on voit la relation qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, et puis on va arriver comme ça sur l'île et petit à petit à ce qui se passe. On comprend très vite qu'il y a un mort, comme je vous le disais. On sait pas qui est mort, on ne sait pas qui a commis le crime. Et en fait, comme on a ce découpage avec à chaque fois cette histoire par ordre chronologique, eh bien, on va avoir des rebondissements de cette façon-là. Et en fait, ce qui est très fort, et c'est là où moi je trouve la construction hyper intéressante, c'est que on pourrait se dire, d'accord, ok, c'est toujours la même histoire d'un point de vue différent. Non, c'est pas tout à fait ça. On a la première histoire qui pourrait se suffire à elle-même, en fait. Et quand on passe à la seconde histoire, en fait, ce sont les mêmes personnages, ce sont les mêmes moments, mais parfois, on va suivre le personnage A et le personnage B à peu près à une période, et après, on va suivre le personnage A et le personnage C à peu près à la même période. Bah oui, parce qu'en fait, sur une semaine, il n'y a pas le personnage A qui ne parle qu'au personnage B. Il parle aussi ce personnage au personnage C. Et donc, du coup, il y a des liens entre A et B et des liens entre A et C. Et donc, on va suivre ces différents liens et les discussions qu'ils ont pu avoir. Et donc, on va comprendre des réactions du personnage A dans la première partie, grâce aux discussions que ce personnage a eues avec le personnage C dans la seconde partie. J'espère que vous m'avez suivi, mais c'est là où c'est très fort. Il n'y a pas de répétition. On peut, oui, parfois, ça arrive. Il y a une certaine scène, donc la fameuse scène du téléphone que j'ai beaucoup aimée, où, eh bien, on a cette scène de points de vue différents. Voilà. Donc oui, ça arrive. Mais c'est pas ça, c'est pas le cas tout le temps. C'est plutôt une même période de temps, mais avec des personnages globalement communs, et où on va avoir à chaque fois différents niveaux de connaissances en plus et tout ça. Voilà, donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette construction que j'ai pas trop l'habitude de voir. Et donc à chaque fois, en fait, l'auteur nous donne un truc supplémentaire en nous disant « Ah oui, bon, alors c'est vrai, je vous avais pas dit que, quand même, ce personnage... Ah, c'est vrai que je vous avais pas dit un élément quand même hyper important. Ah bah tu m'étonnes, une relation qui change tout. Ah ok, d'accord, ouais, c'est vrai que ça change tout. Ah, c'est vrai que du coup, c'est une sorte de rebondissement, mais c'est plutôt que l'auteur nous avait caché une information importante au début, qu'on ne soupçonnait pas forcément. Et bon, vu cet œil-là, on va peut-être changer notre dénouement. Ouais, mais en fait, il y a une troisième partie qui nous ajoute quelque chose. Voilà. L'ambiance, elle est très Agatha Christie. On se retrouve sur une île, globalement... exclu un peu du reste du monde parce qu'il y a la météo qui est là. Alors ça m'a aussi un petit peu fait penser à Christos Markogiannakis avec son troisième livre dont je me souviens plus du nom. Donc ça c'est le quatrième. Le troisième c'est Qui a tué Lucy Davis. Voilà, ça m'a un peu fait penser à ça. En plus, ça se passe en Grèce et Christos est grec. Alex Michaelides est né et a grandi à Chypre. Donc ça m'a un peu fait penser à ça sur ce côté ambiance Agatha Christie, et ça se passe sur une île grecque et en plus ils sont isolés aussi par la météo qui est assez catastrophique. Donc ambiance très Agatha Christie, mais en fait l'auteur il en joue aussi et il dit bon, moi on n'est pas chez Agatha Christie. Alors bon, d'accord, aux 3/4 du livre, je crois à peu près, il nous dit bon, ok, alors imaginez si on était dans un Agatha Christie. Bon, je vous ai dit que moi je vous donnerais pas de détective, de dénouement, de machin, mais imaginez, voilà, on aurait un détective qui jouerait le rôle du petit homme avec une moustache bien noire, etc., etc. Et ben du coup ce détective il vous réunirait tout le monde dans une grande salle et il vous dirait je sais qui a commis le crime. Voilà. Il dit mais moi c'est pas ça, je vous l'ai dit depuis le début, je fais pas ça. D'accord, il fait pas ça, mais bon, on est quand même sur un roman policier, on est quand même surpris par le dénouement, et c'est juste que on n'est pas sur un roman policier classique, et on n'a pas effectivement comme ça un détective qui viendra à la fin
résoudre tout. Voilà, donc pour moi, ça a été une très chouette découverte d'auteur. Alors, ce qui est reproché, parce que moi je ne vous fais que des compliments sur ce livre, sans vous dire que c'est un coup de cœur, alors il y a deux choses. Pourquoi c'est pas un coup de cœur et pourquoi les autres ne l'apprécient pas trop? Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que moi je suis pas toujours très fan du côté sexe, drogue, rock'n'roll. C'est pas poussé à l'extrême dans ce livre, j'ai déjà lu largement pire, mais bon, un petit peu qui n'apporte rien à l'histoire. Donc pour moi, c'était pas utile. Et ce que certains lui reprochent, ce sont parfois des incohérences en fait. Voilà, donc ça dépend après comment vous lisez. Et puis certains n'ont pas aimé cette écriture avec le narrateur qui s'adresse à nous. Et moi je sais que ça marche bien avec moi. À chaque fois qu'il y a ça, ça marche bien. Et à chaque fois qu'il y a ça et que je vois des avis qui disent c'est pas possible de faire ça, que l'auteur s'adresse, que le narrateur s'adresse au lecteur, c'est pas possible. Voilà. Donc moi je vous le conseille en tout cas, Fury d'Alex Michaelides. Un petit tome d'Amish pour continuer. Alors, ce petit tome d'Amish, il s'appelle Bourreau des cœurs. C'est le tome 10 et ce livre est sorti en version originale en 1994. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que Amish, c'était le meilleur remède pour le blues du dimanche soir. Enfin, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Si je suis stressée pour différentes choses le dimanche soir, etc., etc., un petit tome d'Amish et ça fonctionne bien. Alors si je me débrouille bien et que je casse ce petit tome d'Amish après le goûter, je peux le lire dans la soirée. Si je me débrouille pas bien comme la semaine dernière, je casse le petit tome d'Amish en fin de journée et puis après un lundi chargé et puis après un mardi chargé. Je le termine le mercredi voilà, en début d'après-midi parce que je ne travaille pas le mercredi après-midi. Je prends ma casquette taxi pour les activités sportives des enfants. Alors, dans ce tome, eh bien, dans ce tome, on retrouve Amish, forcément, on retrouve Priscilla, et on a un personnage qui s'appelle Peter, que tout le monde trouve extrêmement charmant, et tout le monde tombe, bah oui, sous le charme, en fait, de ce personnage, alors que Amish, dès qu'il le voit, ça passe pas du tout, pour plein de raisons, voilà, quelqu'un de pas fiable, etc. C'est pas quelqu'un de très très bien. Et forcément, les maris des femmes voient pas forcément l'arrivée de ces personnages d'un très bon œil dans le village. Voilà. Donc bon, ce qui devait arriver arriva. On se doute qu'il sera le mort, et donc on se doute qu'il y a beaucoup de suspects possibles. Et donc, Amish va mener l'enquête. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que la relation entre Amish et Priscilla a vraiment bien évolué. Et elle évolue dans ce tome aussi. Donc la situation du début est différente de la situation de la fin. Et Amish, à la fin, il termine vraiment le livre d'une façon difficile. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais cette fin de tome est vraiment difficile. C'est aussi pour ça que j'avais vraiment hâte de lire le suivant. Et c'est là aussi que c'est intéressant, puisque ça prouve que ce n'est pas du tout une série c'est pas du tout une série qui s'essouffle en fait. On est au tome 10 et en fait hop là on a l'impression d'être sur un jeu de loi et que malheureusement Amish est tombé sur une loi et qui doit reculer d'un certain nombre de cases. Voilà. compliqué. Voilà. Mais bon, comme je vous dis, moi j'aime bien, c'est vraiment une série de Cozy Mystery que j'aime beaucoup parce qu'on a le côté cozy et on a le côté mystery. Et des fois dans les Cozy Mystery, comme je vous le dis souvent, le côté mystery est souvent oublié. Mais là, les enquêtes tiennent globalement la route. Je dis globalement parce que des fois il y a des trucs, bon ça tombe un peu, voilà, ça m'est arrivé récemment dans un tome d'Amish, mais globalement ça tient la route et c'est assez agréable à lire. Voilà, donc c'était le tome 10 d'Amish Macbeth. Je continue avec le tome 7 de William Wisting, Le mal en personne de John Horst. Donc c'est un polar norvégien. C'est le tome 7 traduit en français. Il y avait d'autres tomes de cette série qui existaient avant, mais qui n'ont jamais été traduits malheureusement. Il y en a plusieurs hein, quand même. Vous êtes beaucoup à me demander l'ordre des séries, etc. etc. Avant, il existait sur Instagram une fonctionnalité, un petit truc qu'on appelait guide. Et
en fait, ça permettait de regrouper des posts qu'on avait mis sur notre feed en catégories, etc. Et donc, quand j'étais à jour dans une série, bah après, je créais un guide en lien avec cette série, puis je regroupais les posts de mes avis lecture sur cette série en mettant bien dans l'ordre, en précisant tome 1, tome 2, etc. Cette fonctionnalité a été supprimée au mois de décembre, donc je n'ai plus cette possibilité-là, et du coup, quand vous me posez la question, bah, c'est beaucoup moins pratique pour moi, parce qu'avant, je pouvais juste vous partager ce guide-là, maintenant, c'est plus le cas. Et j'ai pas toujours le temps d'aller sur Wikipédia. Par contre, si vous avez le temps de me poser la question, je pense que vous avez le temps d'aller sur Wikipédia et de regarder l'ordre des tomes. Voilà. C'est aussi simple que ça, vous vérifiez l'ordre d'écriture. En fait, l'ordre en général qui est indiqué, c'est le bon. Vous vérifiez, il y a toujours les années d'écriture et les années de parution en France, avec le titre en édition originale et le titre français. Voilà, donc j'ai pas de mystère, je n'ai rien inventé, j'utilise Google parce que Google est mon ami, mais comme tout le monde, et donc vous avez toutes ces informations ici, et ça vous permettra d'avoir une réponse beaucoup plus rapide parce que je ne suis pas toujours très réactive et je manque de temps comme tout le monde. donc voilà, utilisez votre temps à chercher cette information. Ce livre, il commence très très fort. On a tout de suite William Wisting qui est présent avec sa fille, et moi j'adore, sa fille elle est journaliste alors que lui il est enquêteur, et leur travail et leur poste peuvent vraiment... Enfin, ils ont chacun un poste qui pourrait être incompatible en fait avec l'autre, parce que... Enfin non, c'est plutôt dans un sens. La journaliste veut plein d'informations de la police, et la police, ça l'intéresse pas forcément de donner des informations à la journaliste. Et du coup, d'avoir une relation père-fille sur deux métiers qui peuvent paraître vraiment opposés, c'est très intéressant. Et l'auteur en joue bien, et chacun est à sa place. Chacun sait ce qu'il en est. Alors, bon... sa fille reste une journaliste, donc si jamais elle a écho d'un truc, elle va tirer le fil pour avoir son information. Et William Wisting, il sait ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Il sait quand il voit sa fille, s'il dit ah, dis donc, c'est un sacré truc dans le lac aujourd'hui. Ah bon, il y a eu un truc dans le lac. Bon bah non, il va peut-être pas dire ça. Il va essayer non pas de la manipuler, mais en tout cas de ne pas dire des choses à la base inutile, qui en plus le mettrait dans une position inconfortable. Voilà. Donc il réfléchit bien. J'imagine à quelqu'un de très posé en fait. C'est un enquêteur que j'aime beaucoup. C'est mon troisième enquêteur préféré après Hercule Poirot et après Martin Servaz de Bernard Minier. Vraiment, j'apprécie la façon dont il est décrit. On est dans un polar nordique, donc pour certains c'est froid, il n'y a pas d'émotion. Ouais, mais en fait quand on est assez carré et tout ça, je veux dire un polar nordique, ça va enfin non pas à l'essentiel, mais ça va aux faits en fait. C'est plutôt ça. Ce sont des faits. Donc, si vous voulez savoir comment est l'ambiance, etc., ben, en fait, on va vous dire William Wisting prenait son thé et il était en train d'écouter sa fille. Il s'installe, il met une main sous son menton et il l'écoute. Et là, en fait, moi, quand je lis ça, je visualise la scène et je me dis, ah ouais, c'est vrai. C'est pas le cas de tous les polars, mais dans les polars nordiques, il y a un côté comme ça vraiment de description. Alors, c'est pas non plus 300 pages de description, vous avez pas, tiens, il y a une lampe sur une petite table, dans un coin, au fond de la salle à manger, et elle est telle couleur, avec des pieds moitié dorés, moitié... Non, c'est pas ça. On n'est pas là non plus pour casser le rythme, parce qu'en fait, il y a du rythme dans les livres de John Horst. Il y a du rythme parce qu'on commence souvent comme un polar, voilà, donc là, enquête, je vous parlerai un petit peu du contexte après, enquête déjà prenante, on arrive dans le livre. Eux, ils sont déjà prêts à aller sur le terrain, quoi. Puis on voit que l'affaire, elle est compliquée. Et puis, on va terminer en thriller, parce qu'à la fin j'arrête pas de dire des William Wisting, mais à la fin des livres de John Horst, on est toujours sur un rythme haletant parce qu'on a peur pour les personnages, etc. Donc, c'est pas lent, c'est rythmé et tout ça. Mais malgré tout, ça n'empêche pas d'avoir une écriture qui paraît vraiment carrée, fiable, rigoureuse. Et je vous dis tout ça, et en même temps on est dans un polar, et donc l'objectif du polar c'est de nous retourner le cerveau et d'avoir des rebondissements, etc. Alors c'est pas forcément totalement le cas. Oh ouais, si, il y a quand même des surprises, hein, mais l'intérêt n'est pas non plus de trouver à tout prix qui est le coupable et on nous surprend sur ça. L'intérêt n'est pas totalement ça, ou n'est pas que ça.
Alors du coup le contexte donc si particulier, donc on se retrouve avec Tom Kerr qui est accusé de choses horribles, notamment de meurtre, mais pas que, et donc il est condamné. Et on a quand même besoin de lui pour une reconstitution, donc allez, on va le faire sortir de cette prison. Donc bien évidemment que tout est super bien organisé, tout est très sécurisé pour qu'il ne s'enfuit pas. Et pas de bol, malgré toutes ces précautions, il s'enfuit. Voilà. William Wisting est en charge de tout ça. Sa fille a un rôle de journaliste, mais en fait, elle était engagée pour filmer ça et en faire un petit reportage, en fait. Et bah, ça se passe pas comme prévu. Sauf que bah, il s'enfuit et personne ne le trouve. Et du coup, enquête, ils essayent de voir qui a rendu visite en prison à ce fameux Tom Kerr, et ils essayent de remonter, etc. Enfin voilà. Donc on est vraiment dans ce truc-là. Et quand on commence l'histoire, on arrive vraiment tout de suite dans cette action. Donc il n'y a pas d'effort à faire. Au bout de 2 pages, ça y est, enfin même pas, mais on est tout de suite pris. Bien sûr que je vous conseille de lire la série dans l'ordre parce que il y a un fil rouge avec les personnages et tout ça. Le tome 1, traduit en français, il peut un peu dérouter parce que on sent qu'on prend un train en marche. Et il y a beaucoup de personnages. Mais après, moi, je note les noms des personnages et c'est vrai que pour cette série, c'est quand même assez pratique. Bon, après... Le travail, il est important au premier tome parce que vous avez tous les personnages récurrents à découvrir, plus des personnages spécifiques à ce tome-là. Par la suite, les personnages récurrents, vous commencez à les connaître, donc c'est bon. Et vous avez à chaque tome des nouveaux personnages spécifiques à ce tome-là. Donc bon, ok, d'accord, vous les découvrez très bien. Mais c'est vrai par la suite, c'est beaucoup plus facile par rapport à ça. Donc dès le premier tome, même si c'est une habitude que j'ai de façon systématique, récemment, j'ai un petit carnet où je note le nom des personnages et j'ai commencé à faire ça il y a 2-3 mois et vraiment je le fais systématiquement. Avant, je le faisais de façon très ponctuelle, mais je l'avais fait pour le tome 1 et ça m'avait été utile et si bien que à la base, ce que j'avais fait, c'était pas un petit carnet, c'était un fichier Excel. Je l'avais enregistré, je sais plus pour quelle raison, parce qu'en fait... Après, par la suite, j'ai fait des fichiers Excel que je supprimais une fois le livre terminé. Mais je l'avais enregistré et du coup, je l'avais ressorti quand j'avais lu le tome 2 et ça m'avait bien aidé. Donc voilà. Bon, donc c'était bien. Mais maintenant, je suis un petit peu triste parce que c'était le dernier tome traduit en français. Un petit peu triste et en même temps, bah, je l'ai vraiment fait traîner ce tome-là. Hein, parce que je savais que ça allait être compliqué une fois que j'allais le terminer. Mais bon, c'est... Tant pis, faut bien être à jour dans ces séries et maintenant c'est le cas jusqu'au prochain tome. Donc c'était Le Mal en personne de John Nearhorst. On va terminer avec un livre que je qualifierais de déroutant, Piètre le laiton, qui est le premier tome dans la série Maigret de Simenon. C'est le premier que je lis. Pourquoi j'ai voulu lire des Maigret? 2 raisons. La première, c'est que mon père adore Maigret. Voilà. Et que, bah, il est peut-être temps à, j'allais dire presque 40 ans. Il me faut encore plusieurs mois, de nombreux mois, plus d'1 an même. Mais il était temps que je m'y mette, alors que j'ai découvert Agatha Christie à 12 ans et que, bon, les deux ont quand même une sacrée production. Ils écrivaient beaucoup. Donc, il était temps. Et puis... je vous l'avais dit dans mes vidéos de bilan lecture de l'année dernière et d'envie pour cette année. Et c'est lié à la vidéo sur mes 40 polars préférés que j'avais faite en décembre. J'avais envie pour cette année de lire du polar. Bon, ça c'est bon. L'année commence très bien sur ça parce que je ne fais que des épisodes de podcast polar. Mais c'est pas que ça, c'est m'élargir sur les polars, ça n'a aucun sens. C'est élargir les polars que je vais lire. Je lis beaucoup de polars français, d'auteurs qu'on voit dans les salons. Voilà.
Ça, c'est le cas, parce que les auteurs qu'on voit dans les salons, en général, il y a des événements privés avec eux. Et comme moi, j'aime lire un livre, enfin, quand je rencontre un auteur, j'aime bien avoir lu l'auteur avant. Voilà. Et si c'est un auteur qui a écrit 10 livres et que je le vois 10 fois, ben, j'aimerais bien lire un livre à chaque fois avant de le voir ou avant de le rencontrer. C'est ce que j'aime faire parce que ça ajoute de l'intérêt comment dire, à cette rencontre, à cet échange. Ça permet d'avoir de la matière quand on échange. Et puis c'est hyper précieux parce que quand on lit un livre et que 2 jours après on voit l'auteur et qu'on lui dit « Oh là là, j'ai lu ton livre, mais c'était fou, puis t'as fait ça, t'as fait ça. Non mais dingue, comment t'as eu l'idée ?» Enfin, c'est une chance en fait. Enfin, moi je prends ça comme une chance, même si je sais qu'on n'a pas tous les mêmes avis sur les salons, mais ça me permet d'en profiter encore plus. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ça. Et voilà, enfin ça me paraît assez logique et tout. Et puis comme tout le monde, mon temps est compté, je vais pas m'amuser à voir des auteurs que je connais pas et que je lirai jamais. Dans ces cas-là, je préfère être chez moi et à lire des livres d'auteurs que j'apprécie. Voilà. Donc c'est ma façon de voir et on est tous différents, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc ça peut être très bien, on peut se dire c'est bien, c'est carré, c'est très scolaire, elle travaille bien et tout. Ouais, mais en même temps, ça veut dire que je vais bien maîtriser à force la partie polar français de maintenant. Et alors tout le reste, je laisse tomber. Donc tout le reste, c'est-à-dire les polars étrangers de maintenant. Alors oui, bon d'accord, j'ai lu Fury. Je vais laisser tomber tous les polars français et étrangers d'une génération avant. Donc c'est comme ça que je ne lis plus de Karine Guébel, que je lis pas trop de Maxime Chatham, que je lis... Bon, alors j'ai rattrapé le truc sur Franck Tillier et Bernard Minier, mais bon, voilà. Et puis alors encore avant. Et comment le roman policier est né? Alors oui, c'est vrai que je lis toujours un Agatha Christie par mois depuis des années maintenant. J'aime bien ça. Et en ce moment même, je suis en train de lire son autobiographie. Alors j'avais lu déjà 800 pages de l'autobiographie il y a 13 ans, 12 ans, 13 ans, 12 ans. Non, 13 ans, 13 ans. Eh bien, je relis, c'est un vrai plaisir et tout ça. Puis voilà, c'est hyper intéressant. Donc, ouais, j'ai quelques connaissances sur les anciens romans policiers, les premiers romans policiers, mais j'ai des connaissances sur une autrice. Hein, alors, par contre, pareil, hein, je bosse dessus, il y a bien un moment, dans pas très longtemps, j'aurais lu tous ses livres, relu et relu 50 000 fois ses livres. Et une fois que j'aurai fini, je recommencerai et tout. Donc ouais, ok, c'est bon. Mais en même temps, il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Et puis les premiers du genre, etc. Donc là, j'ai vraiment envie dans l'année, mais... Pas tout de suite, parce que là, on va arriver dans un tunnel de sortie qui, rien que d'en parler, me stresse un peu parce que là, je reçois tellement de choses, des livres qui sortent tout de suite et tout ça, avec en plus des épreuves non corrigées, des trucs de fou, qu'il faudrait que je casse. Et ça fait beaucoup, donc il faut faire des choix et c'est difficile. Donc, passe pas cette période-là, parce que là, il y a trop de sorties et ça va être compliqué. Mais un petit peu après, quand toutes les sorties comme ça seront passées, que je retrouverai un peu plus de temps pour caser d'autres lectures, j'aimerais bien mettre les premiers Sherlock Holmes que j'avais lus quand j'étais enceinte de ma dernière. Agatha Christie, la biographie d'Agatha Christie, j'avais commencé quand j'étais enceinte de ma fille aînée. Et donc j'aimerais reprendre voilà tout ça. Donc j'avais cette envie en fait de reprendre la base du roman policier et d'aller gratter plus loin, d'avoir de meilleures connaissances sur le sujet, parce que du coup ça me permet de mieux apprécier aussi les romans policiers de maintenant. Et quand je dis ça, c'est un roman policier classique, je vous dis ça parce qu'en fait on dirait un Agatha Christie. Ouais, mais en fait, il n'y avait pas qu'elle. Certes, elle a énormément écrit, mais il n'y avait pas qu'elle. Donc ça, derrière, je pourrais peut-être vous préciser, oh tiens, là, on dirait un roman policier de telle ou telle personne, et c'est la même technique, c'est le même truc. Et ça, quand j'arriverai à vous dire ça, ce sera trop trop bien. Mais j'en suis pas là. J'en suis pas là. Il s'avère que je travaille et que je dors la nuit. Pas toujours, mais quand je ne dors pas, je ne lis pas. Voilà, donc tout ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est juste pour vous dire pourquoi j'ai lu ce livre, pour savoir ce que c'était. Voilà, Maigret, Simenon a écrit énormément de Maigret, mais pas que, et donc c'est quoi un Maigret? Pietre le laiton, c'est le premier roman de l'auteur, donc sorti en 1931. J'étais assez surprise parce que le premier roman d'Agatha Christie, je vous dis, je ne me détacherai jamais d'elle, c'est la seule que je connaisse sur cette période-là. Son premier roman, il est sorti en 1920, c'est La mystérieuse affaire de Styles, qu'elle avait commencé à écrire en 1916. Donc on n'est pas si loin.
on n'est pas si loin. Ce livre est sorti une dizaine d'années après. Je connais pas bien Simenon. Je peux pas vous dire, lui, il a écrit son livre 15 ans auparavant avant d'attendre d'être publié. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Mais c'est pas indiqué ici. Donc, je peux pas vous dire, mais déjà, on est quand même globalement dans les mêmes périodes à 10 ans près sur les sorties. Et donc, je m'attendais à quelque chose d'assez semblable. J'adore Agatha Christie parce qu'elle nous retourne le cerveau, parce qu'en fait, elle met des dénouements de fou et c'est très bien fait. Puis elle a des livres quand même qui sont très méthodiques, à l'image de Poirot, qui sont très organisés, avec un certain schéma que j'apprécie énormément, même si l'autrice n'était pas tout à fait comme ça, n'avait pas tout à fait cette personnalité-là. Voilà, j'apprécie vraiment ça. Et c'est pas forcément d'un rythme de folie. Mis à part Ils étaient 10, qui vraiment pour moi est un premier thriller. Et d'ailleurs, j'ai racheté un 50 millième exemplaire pour mon fils, là, parce que je lui ai décrit. Il m'a dit, oh, ça a l'air pas mal. J'ai dit, ouais, ils sont tous sur une île. Il y en a un qui meurt à chaque fois, il y a des statuettes. Du coup, ça l'a bien tenté. Et je pense que ça peut être pas mal, en fait, de débuter par ça. Je le dis d'autant plus que c'est le premier livre d'elle que j'ai lu. Et donc, on a tout ça, mais donc mis à part ce livre qui a vraiment un rythme de folie, c'est pas forcément rapide. On a des descriptions. En 3 pages, elle nous balance 50 personnages. Et nous, on est là, on doit essayer de tout retenir, etc. C'est pas des polars de maintenant. Maintenant, on va demander du rythme. Peut-être que c'est lié au fait que les gens n'ont pas le temps, ou j'en sais rien, ou pensent qu'ils n'ont pas le temps, ou voilà, mais c'est pas la même chose. Et donc là, j'ai été vraiment surprise, parce que je m'attendais justement à commencer... Limite, je m'installais bien, je me dis, allez, on va commencer. Donc, faut que je reste bien concentrée. Le début va être lent. Et autant quand un début est lent chez Agatha Christie, je me dis, c'est pas grave, c'est mon autrice préférée. Elle ne me décevra pas, même si son livre est moins bon. Là, j'en sais rien. Je pars à l'inconnu. Donc, je me prépare et je me dis, voilà, ça risque de pas être rapide. On n'est pas dans une période où le thriller a été dinguissime. Hein, on n'en parlait pas vraiment de cette période de thriller. Donc, allez, on se pose. Ça va le faire. Et en fait, j'ai commencé, puis c'était très rapide. C'était très rapide. Les phrases, elles sont courtes. C'est... voilà. Donc, pour vous dire... Enfin, en même temps, je vous dis ça, vous allez faire... Bref, les 3 premières phrases, on a CIPC à Sûreté Paris. Et on a des mots, des lettres. XVZUST... espace Cracovie, espace VIMONTRA, espace G, espace GHKS, vous voyez, s'il fait le focus, voilà, ah non, hop, voilà, c'est pas avec ça qu'on commence à entrer dans l'histoire. Mais en fait, derrière, c'est mis le commissaire Maigret de la première brigade mobile leva la tête, eut l'impression que le reflement du poêle de fonte planté au milieu de son bureau et relié au plafond par un gros tuyau noir faiblissait. Il repoussa le télégramme, se leva pesamment, régla la clé et jeta 3 pelletées de charbon dans le foyer. Après quoi, debout, le dos au feu, il bourra une pipe, tirailla son faux-col, qui, quoique très bas, le gênait. Il regarda sa montre qui marquait 4 heures, son veston pendait à un crochet planté derrière la porte. Il évolua lentement vers sa table, relut le télégramme et traduisit à mi-voix « Commission internationale de la police criminelle à Sûreté Générale Paris, police Cracovie, signal passage et départ pour Brême de Piètre-le-Laiton. » Voilà. Bon, c'est peut-être pas aussi vif que ce que je vous disais au début parce qu'il y a quelques descriptions, etc. Mais moi, ça me paraît très visuel, très court, très dans l'action et du coup, ça accroche. Alors, quand je dis que c'est très dans l'action, Maigret, il court pas partout dans le livre, il est pas en train d'attraper des méchants, en train de courir, en train de se battre, non. Ça bouge parce qu'il se déplace, parce qu'on est dans de l'action, on n'est pas que dans un grand fauteuil avec une pipe et il réfléchit. Et en même temps, quand je vous dis ça, dans le livre, je l'imagine, quand je repense au livre, à ce qui se passe dans ce livre-là, je le vois à plusieurs moments, en fait, en train d'attendre. Et donc, s'il attend, il est inactif quelque part. Mais en fait, il va observer, puis il va nous dire ce qu'il observe. Donc, c'est assez particulier. C'est rythmé, sans que ce soit un rythme de fou. Et en fait, je vais vous donner mon avis sur ce livre. Je n'ai pas d'avis sur ce livre. Voilà, mon avis, c'est que je n'ai pas d'avis. J'arrive pas à vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si j'ai trouvé ça original. Par moment,
peut-être un peu moins. Faut pas oublier qu'en fait, on est sur un livre qui était déjà écrit en français. Les Agatha Christie sont traduits régulièrement. Donc le vocabulaire utilisé, il est de plus en plus moderne en fait. J'ai mes Agatha Christie vintage, j'ai 50 000 éditions d'Agatha Christie. Je peux vraiment vous prendre à me donner un Agatha Christie et vous donner les différentes traductions selon les dates. Et on verra que c'est de plus en plus fluide en fait. C'est pas parce qu'Agatha Christie écrit de mieux en mieux. Elle ne réécrit pas ses livres. La pauvre, elle est décédée depuis un moment. C'est juste une histoire de traduction. Là, on n'est pas sur un livre traduit. C'est pareil avec Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, que j'ai lu plusieurs fois. La première fois que je l'ai lu, c'était une découverte de folie. Mon père adorait ce livre, donc je l'ai lu plein de fois, tout comme mon père adore Edgar Allan Poe. Mon père est très roman policier, justement classique. Et puis d'autres choses, il va pouvoir me parler du polar aux États-Unis, alors que moi pas du tout. Enfin bon. Donc en fait, Le mystère de la chambre jaune, parce que je vous parlais de ça, c'est un livre que j'ai lu, relu, etc., que j'aimais vraiment beaucoup. Et on est sur un classique du genre en fait. Et là, je l'avais relu il y a pas très longtemps. Vous avez peut-être suivi cette relecture il y a peu. Bah, c'était un petit peu lent quand même. C'était un petit peu lent. Je l'avais fini en audio et en fait, la voix était top parce qu'il y avait un côté un peu d'époque et avec un petit côté sensationnel et tout, puis avec Rouletabille, etc. Donc ça permettait de capter l'attention, mais c'était pas d'une grande rapidité. Ah ouais, c'est un livre qui était écrit comme il était écrit à l'époque en fait. Enfin, donc il y a cette histoire-là aussi de vocabulaire qui peut parfois un peu dérouter ou de tournure de phrases et ça n'a pas été retraduit parce qu'il n'y a pas de traduction. Donc il y a ce truc-là aussi qu'il faut pas négliger dans ces livres. Après, ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait on a cette histoire de Piètre le laiton. On nous fait rapidement une petite description. Maigret, pardon, a l'impression qu'il voit qui c'est et tout ça, donc il va le suivre et tout, puis il va avoir l'impression que cette description correspond à plein de personnages, et tout, que je ne vous raconte pas toute l'histoire non plus, mais bon, voilà. Au final, il y a un moment donné, il sait qui c'est. Il sait qui c'est, il le suit, il est à 2 pas de lui. Ouais, mais en fait, malgré tout, ça va quand même mener à un dénouement, et avec le dénouement, on va quand même apprendre des choses. Parce que moi, dans ce livre, j'étais un peu déroutée, si vous voulez. Moi qui suis habituée aux Agatha Christie, où en fait, on a un crime, et on cherche qui a commis le crime. Et là, en fait, dès le début, on sait qui a fait quoi. Et il est à 2 pas de Maigret, et Maigret ne fait rien. Bah, pourquoi ? Voilà, bah, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est différent, voilà, mais c'est déroutant, ça m'a dérouté dans ma lecture jusqu'à quand même arriver à un dénouement où j'ai compris, mais donc mon avis c'est que je n'ai pas d'avis et donc faudrait que j'en lise un autre. Mon père me disait que le meilleur pour lui c'est Le Chien jaune, mais moi j'ai vraiment envie de les lire dans l'ordre, donc une possibilité c'est, moi je suis pas sûre que... Il y avait une petite page Wikipédia sur Maigret, je la retrouve et je vous dis. Alors, le tome 1, c'est Piètre le laiton, le 2, Le charretier de la Providence, le 3, Monsieur Galet décédé, le 4, Le pendu de Saint-Olienne, le 5, La tête d'un homme et le 6, c'est Le Chien jaune. Donc, je peux très bien lire jusqu'au 6. Après, ça se lit très vite. Le livre, il fait 190 pages, même moins qu'Agatha Christie. Donc je peux très bien en fait, je peux très bien aller jusqu'au Chien jaune pour le lire. Oh, il est dans ma palle, je l'ai acheté à Liège en plus, donc l'auteur est né à Liège. Donc je peux faire ça pour me donner un avis parce que là je voulais lire un Maigret pour voilà savoir ce que c'était et tout ça, et puis éventuellement si j'étais totalement addict en lire régulièrement. Je suis pas totalement addict, mais j'ai pas lu assez pour vraiment savoir ce qu'est un Maigret, quoi. Voilà. Ça se trouve, je suis tombée sur un tome atypique. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Voilà. Donc je termine avec ce livre particulier. Mon avis, c'est que j'ai pas d'avis. Et j'ai lu un Maigret et j'ai l'impression de ne pas pouvoir parler de Maigret. Faut dire qu'après, je ne connais absolument pas les séries, les adaptations de Maigret. Et pour certains, quand on parle de Maigret, tout de suite, bah oui, les personnes pensent aux personnages dans les séries, etc. Moi, c'est pas le cas. Que je ne connais pas. Donc je pars de très très loin, je pars de zéro. Voilà, bon, on va s'arrêter là.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a permis de faire des découvertes, qu'il y a des livres qui vous ont donné envie. Si vous avez lu certains de ces livres, alors oui, c'est vrai que je vous ai parlé de 2 nouveautés tout au début, donc vous avez peut-être pas encore lu, mais par la suite, on a parlé de Polar norvégien, d'Amish, et puis de Maigret, c'est des livres qui datent d'il y a presque 100 ans, donc peut-être que vous avez lu ce livre. Voilà, n'hésitez pas en commentaire, c'est toujours un plaisir. J'ai un petit peu de retard au moment où j'enregistre cette vidéo dans mes commentaires, mais je vais rattraper. Je vais rattraper parce que l'objectif c'est de répondre à tous vos commentaires. Hein. C'est un échange, donc j'ai eu des petits... J'ai pris un petit peu de retard début janvier que... je rattrape petit à petit, mais c'est pas encore parfait. Donc, mais c'est pas grave, c'est pas du tout grave. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. On se retrouve très bientôt. Pardon. À très vite.